Damoiseau, joueur de floaties et fier de l'être, joueur de spaces et fier de perdre, bonsoir. Nous sommes le 22 février, il est 21h et vous êtes sur Jet Smash Radio. Oh là là, Jet Smash bonjour. Radio, salut, c'est votre émission bimensuelle sur Mêlée, sa communauté, ses tournois. Je suis VDJ et je suis comme toujours accompagné de mon équipe de choc avec au micro Lucan Salut. et Foster. Yo yo yo. Et bien sûr, Darks à la technique. Ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale puisque la communauté est divisée en deux. D'un côté, ceux qui se remettent à peine du Beast et de l'autre côté, ceux qui se remettent à peine de ne pas avoir pu y aller. Et pour faire plaisir au premier et retourner le couteau dans la plaie des seconds, on va donc beaucoup parler du Beast aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai une petite nouvelle à vous passer, puisque Forward Smash a organisé un concours sur Twitter, à base de tweets à retweeter, donc pour un certain lot, une certaine carte d'acquisition permettant de streamer du contenu de qualité. Donc on a fait le tirage au sort de façon évidemment tout à fait réglementaire. On a eu, si je ne m'abuse, nous avons eu 159 RT, 159 retweets, et c'est Jérém de Nantes qui a gagné la carte Avermedia. Bravo à toi si tu nous écoutes. Bravo à toi, Jérém. Ah si, Jérém qui va streamer. Histoire que Nantes devienne encore plus actif, tu sais. Voilà, c'est ça. C'était clairement la communauté qu'on avait besoin, et en plus, on leur file du matos gratos. Ah là là, ça se met bien. Surtout que sur Smash Ranking, ils avaient besoin de ça. Hein. Exactement. Qui sera... On avait dit qu'on parlerait pas de Smash Ranking aujourd'hui. Pour nous accompagner dans ce récit du Beast, nous sommes ce soir avec un invité de marque, puisqu'il s'agit de King Funk. Bonsoir King Funk. Bonsoir. Donc, la plupart des gens, je pense que c'est la première fois qu'ils vont t'entendre parler en français. C'est la première fois qu'ils vont t'entendre sans te voir sur un stream, puisque tu es un commentateur fréquent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans la communauté Smash et même dans l'e-sport, dans le jeu vidéo, dans la vie peut-être, si tu veux en parler? Alors, je m'appelle King Funk, je suis un joueur, commentateur, organisateur de tournois pour Smash et d'autres jeux de combat à Copenhague, au Danemark. Je suis demi-français, demi-danois, c'est pour ça que je parle français. Et alors, j'ai commencé avec Smash en 2008, avec Brawl. Et à ce moment-là, je vivais encore au Portugal. Et en 2010, quand j'ai démarré mes études à Copenhague, j'ai décidé de me mettre à Mêlée puisque la communauté au Danemark jouait à Mêlée et pas à Brawl. Et depuis, j'ai étudié au Danemark, j'ai organisé des tournois et à partir de 2014, j'ai même commencé à commenter dans les tournois européens. Et ça a été super jusqu'ici. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer plein de gens, y compris vous. Donc, plaisir d'être ici. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous en tout cas. Hein. Merci Exactement, beaucoup le plaisir d'avoir est pour accepté nous. l'invitation. Alors, comment est-ce que ça se passe pour toi, ces multiples casquettes que tu portes, puisque comme tu l'as dit toi-même, tu es à la fois organisateur de tournois, commentateur et joueur. Qu'est-ce qui te plaît le plus peut-être? Dans quoi est-ce que tu te retrouves le mieux? J'aime bien. En fait, le truc, c'est que je les aime. J'aime les trois, en fait. J'aime être joueur, commentateur, organisateur de tournoi. Mais je regrette un peu le fait de ne pas pouvoir exceller à l'un d'entre eux, quoi. Parce que, en fait, comme je fais tout, je finis par ne pas être un aussi bon joueur que je voudrais être, pas un aussi bon commentateur que je voudrais être, et peut-être pas un aussi bon organisateur. Donc, c'est un peu difficile. Mais ça me plaît quand même de pouvoir faire tout. Donc, Ouais. Cet homme est trop modeste et Ouais, c'est vous ce ment. que- Cet homme est un excellent commentateur. C'est ce que je voulais commentateur dire, ouais. analyste de fou et c'est le meilleur en Europe. Il vous ment. C'est Non, exactement. je suis pas le meilleur en Europe, C'est exactement ce que j'allais dire. Je t'avoue que j'essaie de me développer aussi en tant que commentateur
t'es honnêtement une des personnes que j'aime vraiment écouter, que je trouve extrêmement pertinente avec un micro dans les mains. Enfin, Merci Bobo. sans te Genre, lancer de fleurs gratuites, hein. Enfin, vraiment, je trouve que t'apportes quelque chose au jeu, une véritable connaissance. Et il y a très peu de gens, je trouve qu'il y a très peu de gens, en tout cas en Europe, qui arrivent à l'apporter de la même manière. Donc, je pense honnêtement que t'es trop humble aussi avec toi-même, parce que tu fais du boulot de fou, quoi, c'est tout. Merci écoute, Bobo. dire qu'il y a un meilleur commentateur, je trouve ça assez, enfin des meilleurs commentateurs, je trouve ça Ouais, totalement. assez dur à dire. C'est juste que dans ta, Je, dans ta spécialité, t'es vraiment excellent. je pense qu'en général, c'est quelque chose de très subjectif et en général, chaque commentateur se spécialise en quelque chose de spécifique. Moi, je suis pas du tout un commentateur de play-by-play. J'ai du mal à parler très très vite, hein, et à, comment dire, à digérer l'information qui va à toute vitesse, hein, quand on commente un match. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est analyser ce qui s'est passé, mais aussi donner des histoires euh, aux spectateurs pour qu'ils puissent s'engager un peu plus à ce qui se passe, quoi. Donc l'histoire des joueurs et, euh, et des tournois et plein de choses, quoi. Bah, du coup, c'est peut-être, quelque chose qui découle, justement de tes multiples rôles, au sein de la communauté. Peut-être que c'est quelque chose que tu aurais plus de mal à Euh, faire si tu avais pas été Théo, auparavant? ouais, en fait, je pense que je pense que si on devait me comparer à un commentateur américain, je suis un peu plus dans le rôle de prog. Ouais, Je suis un peu plus dans le rôle de créer des histoires et d'analyser. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est comme ça que je le vois en tout cas. bah, en D'accord. tout cas, sache que ton travail est apprécié au moins ici. Euh, Merci. encore d'autant plus que je t'avoue que, en tout cas, à titre personnel, c'est un peu la vision que j'essaye d'avoir quand je commente, hein. Foster, qui est mon binôme le plus fréquent ici, pourra peut-être confirmer ça. Mais moi, je t'avoue qu'en tout cas, j'essaye d'avoir un style un peu similaire du tien, parce que c'est quelque chose que je trouve très efficace et qui, en tout cas, me correspond à peu près aussi. Donc, sache que ton travail est apprécié. Merci. Je pense une combinaison d'un commentateur play-by-play avec un commentateur un peu plus comme moi, ça, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Parce que Totalement. ça donne un peu de tout aux spectateurs, toutes Ouais. sortes d'informations. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que pour un commentateur play-by-play qui est tout seul, il y a vraiment pas un manque d'analyse à gagner, mais en tout cas, il y a un manque de background qu'il n'est pas capable d'apporter tout seul. Et, Je pense aussi que deux commentateurs play-by-play, ça risque de devenir du commentaire combatif, hein, ouais, plutôt que complémentaire. ouais, Et alors que deux commentateurs analystes ensemble, les spectateurs finissent par nous engueuler et nous dire mais parlez du match, stop. ouais, c'est Donc vrai. c'est souvent c'est souvent la critique la plus fréquente que j'entends de mon commentaire, c'est que des fois je pars un peu dans des euh, Des storylines des histoires. ouais, je commence un peu à diverger du match, quoi. Enfin, je commence un Mmh. peu à ne plus parler du match pendant longtemps, quoi. Et en effet, c'est un truc qui m'arrive des fois. Mais je fais ça parce que les histoires sont souvent passionnantes, donc et je pense qu'elles valent le coup d'être racontées. Ah ouais, bien sûr. Hem, je reprends en vitesse pour qu'on on garde le rythme. J'aurais peut-être à le faire plusieurs fois pendant cette émission où je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Même là, Ok. je me retiens déjà de te poser, plusieurs questions. Ah, je suis désolé. Ah non, non, mais c'est normal, je s le tu du coup, je vais en retenir 2. Est-ce que tu veux nous parler vite fait des tournois que tu as organisés? Si Alors, en 2012, j'ai organisé deux tournois euh, qui s'appelaient King Funk's Castle. Euh, et c'était. Le premier était tout petit, mais avec genre 15 personnes. Mais le tournoi avait Armada et Leffen qui étaient là. Waouh! Parce qu'à l'époque, les joueurs top de Melee s'en foutaient un peu de, de la taille du tournoi ou du pot bonus. Et Armada a été gentil de venir. Et c'était un des premiers tournois où on avait Project M. Donc on a pu voir
pour la première fois le pit de Armada et tout ça. Mhm. Après, le deuxième, qui était en octobre la même année, c'était un tournoi plus large. Et pendant longtemps, on a appelé ça le petit tournoi le plus stacké d'Europe. Et on était genre 34. Mais il y avait Armada, Leffen, Over, Ice, Fuzziness et plein de gens. Et pour vous dire à quel point ce tournoi était drôle, on était 34 personnes et il n'y avait que 6 Danois là-dedans. Ouah. Mais c'est quand même impressionnant d'avoir réussi à Ouais, ramener autant de monde. c'était un tournoi vraiment très haut niveau, mais très petit. Après ça, quelques années plus tard, j'avais commencé à faire une série de tournois locaux pour le Danemark, enfin pour Copenhague. Et 2014, c'est le moment où la scène commençait à exploser. C'est quand la scène commençait vraiment à augmenter en taille. Au Danemark, on avait toujours eu une communauté assez petite. On était genre une quinzaine de joueurs. Ouais. Et après 2013-2014, c'est-à-dire après l'Evo et le documentaire et tout ça, c'est là qu'on a commencé à avoir énormément d'intérêt pour ce jeu. Et les tournois, et j'ai commencé à faire des tournois tous les mois qui s'appelaient The Hive, qui veut dire La j'ai oublié ruche. la ruche, ouais. Et on avait toujours environ 40-50 personnes qui venaient quoi, pour Smash. Et c'est ce qui Ah ouais, est pas mal pour le Danemark. Quoi, ouais, bah, pour des qui locaux, est- c'est plutôt énorme même. Enfin, pour une Ouais, scène qui est relativement petite, je trouve ça énorme quand même. ouais, la scène a augmenté elle est passée de 15 personnes totales à environ 110. Donc ça a beaucoup augmenté ces années. Donc j'ai fait des tournois tous les mois. Et depuis l'année dernière, on a créé une association pour les jeux de combat Mhm. et on fait des tournois toutes les semaines pour Melee, Smash 4, Street 5 et Tekken. Et on fait ça D'accord. toutes les semaines maintenant. Donc, ouais, les Ça choses se tourne sont bien. vraiment améliorées ces dernières années. Et c'est marrant que tu parles du coup de multiples jeux de combat, puisque tu es toi-même joueur de plusieurs jeux de combat, comme tu nous en En parlais effet. juste avant le début de l'émission. Donc tu joues aussi à Street Fighter. Ouais. Et alors comment ça s'est, à quel moment Street Fighter est venu s'inclure dans ta vie Alors, et- j'ai toujours été un grand fan de jeux de combat, même avant que je démarre avec Street et Marvel, ce qui était en 2012. Même avant ça, je regardais beaucoup l'Evo. J'adorais regarder l'Evo et d'autres tournois. Et, euh, et donc, en 2012, tout d'un coup, et j'ai oublié de mentionner que j'étais aussi un joueur de Smash 64. Ouais, on a vu ça. Euh, J'étais un top joueur de Smash 64 pendant quelques années, entre 2010 et 2012. Ouais, ce que j'allais dire, Et je je me jouais souviens. ça online. Ouais, Et, pardon. Et en 2012, pas de souci. je commençais un peu à m'ennuyer avec Smash 64. Je trouvais que le jeu était un peu trop défensif et un peu trop lent. Et j'avais vraiment envie de me mettre à d'autres jeux de combat parce que, comme je vous le dis, ça me plaisait de regarder ça à l'Evo et tout ça. Et donc, j'ai acheté Street et Marvel. Bon, j'ai fait l'erreur d'acheter une PS3, ce qui était une mauvaise idée, mais qui était la pire console pour ça. Mais je me suis mis à Street et Marvel et depuis, je suis resté un joueur multijeu. Euh, et je pense qu'entre 2012 et 2015, je suis en fait devenu principalement un joueur de Street Fighter, tout en restant un joueur de Melee, mais en me concentrant plus en tant que joueur sur Street et plus en tant que membre de communauté, c'est-à-dire organisateur et commentateur dans Smash. Donc en D'accord. fait, j'ai commencé à mettre mon rôle de joueur dans Smash un peu à l'arrière-plan. Et, euh, et et ouais, comment c'est revenu Melee du coup qu'est-ce qui t'a fait revenir vers Melee Enfin, si c'est le cas d'ailleurs. Ouais. j'ai jamais quitté Melee, Non, bien sûr, mais mais en tant que joueur, est-ce que maintenant tu dirais que tu cherches plus les résultats sur Melee sont plus importants que les résultats sur Street Fighter en tant que joueur vraiment? euh,
En ce moment, oui, d'une certaine façon, les résultats dans Smash m'intéressent plus parce que Street Fighter 5, il y a quelques problèmes avec le jeu et ma situation personnelle qui m'empêche ou qui me donne pas trop envie d'y mettre tellement de temps dessus, d'y passer tellement de temps dessus. D'accord. Mais bon, en même temps, ma première priorité, en général, c'est l'organisation de tournois et le commentaire en général dans Smash, plus que Bien sûr. le rôle de joueur. Mais en dehors du rôle de joueur, un rôle que j'adore, c'est d'apprendre aux autres à jouer. Donc, quand on fait nos événements toutes les semaines de jeux de combat, j'aime bien passer du temps à aider d'autres joueurs à s'améliorer parce que j'aimerais bien voir des bons joueurs danois en dehors de Eagle et Tomber et moi, quoi. J'ai envie qu'un jour, il y ait un joueur danois qui arrive et qui fasse une grande impression, quoi, un tournoi européen. Ouais, bien sûr, normal. On aimerait bien avoir pareil en France. Non, je plaisante. Ah, vous avez un nombre de bons joueurs hein, en France. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'on a- Alors, je vais accélérer un petit peu parce que, mine de rien, on est déjà à presque 20 minutes d'émission. Ça passe très vite. Oh là là. Et ouais, mais bon, voilà quoi. Du coup, je vais te prendre et te mettre un petit peu de côté, King Funk, et je vais me faire ma petite parenthèse personnelle où les gens m'écoutent parler, ce qui est quand même ma passion numéro 1. Et je vais vous présenter mes petites flash news. D'accord. Alors, on s'échauffe un petit peu la voix. Afin de faire le tri avec les fake news qui sont partout autour de nous, surtout dans la tête de Trump, on a investi pour cette émission dans un détecteur de mensonges qui nous resservira d'ailleurs peut-être plus tard, enfin surtout si vous continuez à mentir. Non, je plaisante. Donc en vitesse, Trump qui a tenu à féliciter les joueurs américains pour leur présence sur leur podium du... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Non, faudra envoyer mieux que ça la prochaine fois. Hein. Il y a eu un splendide set, l'Effen the Moon, mais à part ça, personne sur le podium, donc... Bah voilà, un Greybox qui a fait demi-tour parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir rentrer dans son pays. Peut-être qu'il aurait quand même dû venir pour RPZ un petit peu. Toujours au Beast, Raoul au Beast, sacrée performance vu qu'il a... Ah non, il n'a pas pris de billet d'avion. Bravo Raoul, félicitations pour ta présence au Beast. Fuzziness a annoncé d'ailleurs que le Beast serait son dernier tournoi de 2017 avant de déclarer en officieux que c'est parce qu'il avait peur d'Alox, ce qui est parfaitement illogique puisqu'Alox a fait 49e, ce qui représente à peu près 4 otak en unité internationale. Ensuite, toujours le Beast, Forward Smash qui stream le Beast. Ah non! Attendez, non, j'exagère un peu. Darks a streamé du ROA, c'était pas mal. Hein, c'est comme un prix de consolation un petit peu pour que la petite fille soit pas trop triste. Bravo! Ensuite, highlight du tournoi, le match intersidéral entre JD et Matt.Zeb. Un Falco Ditto comme on n'avait jamais vu avant, je pense. C'était absolument ahurissant, sorti tout droit d'une timeline alternative à l'espace-temps instable. Donc voilà, si vous devez regarder un autre set du Beast, regardez celui-là. Mais il vous faut des substances pour aller avec, je pense, c'est nécessaire. Ensuite, on va se rabattre sur des trucs un petit peu moins grandiloquents et plus simples. Melgin qui remporte la Weekly marseillaise, mais bravo Melgin, félicitations! Oui, j'en parle parce que moi j'y étais et c'est sûr que Foster il en parlera pas puisqu'il va passer trop de temps à se faire mousser sur ses performances en single au Beast. Ah non, il a pas joué le... Ah ben non, ben dommage. Tant pis, c'est pas grave pour les perfs en solo de Foster au Beast. Bref, à Marseille, Amjo le monstre qui s'est rappelé comment shine there et qui a du coup viré 5 personnes en loser d'affilée en hurlant « Fuck Marseille ». Voilà, bravo Amjo, félicitations. Après on lui a rappelé qu'il était marseillais donc du coup il s'est calmé, mais voilà. Et enfin, puisque la transparence complète est au cœur de nos priorités, on a bien compris que le changement de date de l'émission, c'est-à-dire du jeudi soir au mercredi soir, n'était pas sans apporter son lot de complications. La vraie surprise, c'est que la première complication, ça soit le Top Chef du mercredi soir. Bravo les gars. Bon, évidemment, Top Chef, c'est sacré, hein. La transparence a ses limites, alors je ne vais pas révéler que c'est Foster et Darks qui se sont plaints. J'imagine que Darks force sa copine à regarder l'émission pour qu'elle apprenne à cuisiner et que ça doit être vice-versa pour Foster, j'imagine. Enfin, c'est logique. Bref, en tout cas, les screenshots sont à l'abri et même si je ne vais faire chanter personne parce que ce n'est pas mon genre, soyez pas surpris si je me fais mystérieusement crowdfunder un tournoi un de ces jours. Voilà, tout est possible. On s'est compris.
au moins, Bessid a eu le courage de l'avouer publiquement sur Facebook, même si en fait il s'en fiche complètement puisqu'il est maintenant officiellement trentenaire, donc il a le droit de regarder Top Chef plutôt que du Mêlé. Et je vais donc finir en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Bravo! En fait, j'ai menti, je vais pas m'arrêter là parce que en plus de l'anniversaire de Bessid, c'est aussi l'anniversaire de Jet Set Radio Future, qui est donc sorti au Japon le 22 février il y a 15 ans. Voilà, j'ai pas calculé, en 2002, si voilà, je suis vraiment une bête de calcul mental. En 2002, Jet Set Radio Future. Donc si jamais vous remettez pas, c'est le jeu auquel on a absolument tout pompé pour cette émission. Le look, la musique, le nom. Bon voilà, c'était pas trop dur comme devinette, bravo. Et c'est ainsi que se finissent mes flash news de la bimensualité. Et du coup, j'enchaîne quand même, parce que voilà, je me permets de le faire. J'enchaîne quand même avec la couverture tournoi de Foster. Si vous êtes prêts, bien sûr. Est-ce que vous l'êtes? Une grande question. Est-ce que... Ok, bon, merci PDJ pour les news. Merci de rappeler que je me suis fait avoir pour mes singles. Et du coup, messieurs, dames, on enchaîne sur les résultats de tournoi. C'est pas du tout les bonnes dates, ça ne fait rien. On va enchaîner tout de suite avec du coup rapide. On avait parlé du coup la semaine dernière de ces 4 tournois, la Drumline numéro 6, le Kickstart 14, le Smash Valley 5 me semble-t-il, et le Smashbox numéro 2. Donc avant de parler du Beast, on va rapidement parler du top 8 de ces 4 tournois et après on va parler du coup du Beast parce que bien évidemment c'est ce qu'on disait, hein. On ne faisait que parler, on faisait un gros récap du Beast. Tout d'abord, messieurs, dames, le respect à d'autres tournois. Vous m'excusez, avec le retour du Beast, notamment, j'ai pas eu le temps de récupérer toutes les informations que d'habitude je récupère. On va donc se concentrer, on va donc du coup passer sur la Drumline avec du coup, bien évidemment, Zork qui l'emporte face à Price Hunt. Price Hunt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit fox de 15 ans, une espèce de jeune prodige qui ne fait que de grimper. Je cite Jim et Alox. Jim qui se pose et Alox qui se pose avec le fox, il se fait défoncer, il se retourne vers Jim, il fait « T'as testé le fox là vite fait ?» Parce qu'il est chaud. Jim, on le connaît, le fox slayer, il se pose, il se fait défoncer. Attention messieurs, Tyson, un fox à suivre, vraiment un fox à suivre. Regardez un peu ses matchs du Beast si vous avez l'occasion, ou de la Drumline, il est incroyable. Deuxième tournoi du coup, maintenant la Smashbox 2. Donc on rappelle, la Smashbox 2, le Kickstart se passait exactement le même week-end, l'un samedi, l'autre le dimanche. Donc on a sans surprise, bon entre guillemets, mais bon, un Drugged Fox en première position. De là on peut voir le top 8, hein, c'est classique, mais on peut quand même voir. Il était stack, exactement, merci Lucan. Il était stack, regardez-moi tout ça, c'est pas beau. Wow. Sghetto 4e? Ouais, Sghetto 4e. Par contre, si on enchaîne justement avec le Kickstart, Sghetto pas 4e du tout, Sghetto second, Hamza premier. Alors c'est super drôle, comme ça il s'est fait latter au week-end d'avant et sur ses précédentes années par des pitchs, et mon Dieu qu'il a pleuré sur pitch, même à en dire que le match-up était impossible pour Chic, jusqu'à ce que Drugged Fox lui explique qu'il faut faire attention quand t'es trop proche de pitch et qu'il faut juste prendre un peu ses distances. Ouverture de tous ses chakras, Hamza est devenu bien trop fort, défoncé Trifasia ce tournoi. On peut par contre noter l'absence de Drugged Fox sur ce top 8, mais la présence de l'Ajax en échange. Ouais, en effet, l'Ajax ayant battu Drugged Fox en winner. Mais il était Drugged Fox. Ouais, non. Drugged Fox, disons plutôt Drugged Captain Falcon, et son Captain Falcon, il était un peu moyen malheureusement, semblerait-il, ou à moins que ce soit l'Ajax qui soit vraiment chaud, ce qui est une possibilité. L'Ajax qui est aussi un petit joueur espagnol qui est toujours sur la montée, hein. Assez solide cet enfant, assez solide. C'était pour l'Europe. On passe rapidement du coup au Smash Valley, pardon, mes excuses. Donc voilà. Alors excusez-moi, j'ai pas eu le temps de récupérer les informations pour l'œil des Lyod et Zane au niveau de leur personnage. J'avais un léger doute. Mais voilà, du coup, grosso modo, le beau top 8, avec l'espèce de vieux flotti lotier par la 7e, bien fait pour eux. Et bien évidemment, le petit top 4 avec 3 Fox et une petite Chic qui se balade. Zane c'est un Captain Falcon, si mes souvenirs sont exacts. Non, Marth. Ah ouais? D'accord. Ah, est-ce que tu sais pour Lyod aussi, King Fung, du coup? Il me semblait qu'il jouait Marth ou Chic. Peach? Ouais. Ok, merci. D'ailleurs, c'est ce que Belia dit dans le chat. Confirmé. Très bien. La prochaine fois, écoute, King Fung, tu feras mes informations à ma place. Tu n'auras pas besoin de vérifier. Je crois que là, des infos.
Je crois que Lot, c'est le frère de Smash God, mais je suis pas sûr. Ok, possible. Bon, maintenant, on va parler rapidement du list. C'était à Gothenburg, il y avait 416 joueurs et l'absence de police de Darks m'énerve au possible. Donc, on est à 10, tout est sûr, 10 Ki-Gun Squad, messieurs, dames. Il a annoncé sa retraite, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours présent. Tout est là. Alors, on va d'abord parler Peut-être du la retraite n'est pas si racket. définitive que ça. Exactement. Moi, j'attends de voir. Je pense qu'on le verra un peu plus longtemps que ce qu'il n'a dit. En tout cas, personnellement, je l'espère. Messieurs, dames, le bracket simple. Alors, VDJ, il a été un peu langue à dire qu'il n'y avait que The Moon qui avait fait 4e, parce qu'il y avait quand même Druggedfox et Slox qui ont fini, qui ont été dans le top 8, sachant que Slox, avant de rentrer dans le top 8, eh ben, il a éliminé S-Fat. Par contre, Diskid Boogie, il a perdu contre Yapi et contre Daidy. Donc un Falcon et une Samus. Nintendude, j'ai un doute sur qui l'a envoyé en loser. Mais en tout cas, en loser, c'est Fouzines qui l'a achevé, messieurs, dames. Assez sympathique. Donc pas d'esclimber américain dans ce top 8. Fuzzy, il était chaud. Hein. Comment ? Il était chaud, Fuzzy, ce tournoi, quand même. Par rapport à d'habitude, je trouve, il a fait des trucs de ouf, un peu. Mais Fuzzy, il est très underrated, je dirais. Non, il a toujours été très fort, mais là, vraiment, c'était peut-être ressenti comme ça, mais je suis d'accord avec toi, il a toujours été très underrated, mais je trouve qu'il a vraiment été performant, plus que d'habitude. C'est Crush qui a envoyé Nintendo dans loser. Bien vu. Bien vu. C'est vrai que j'ai oublié de le noter. Et voilà, encore une fois, King Funk. Mais fais les news. On t'embauche, ça y est, c'est bon. Jet Smash Radio, je pose ma retraite. King Funk me remplace, messieurs, dames, à l'émission numéro 4. C'est parti. Non, mais t'inquiète. Mais c'est en effet Crush qui l'a battu. Je me rappelle, je le vois encore marcher dans la salle en cherchant Johnny Fight pour s'entraîner. C'était assez drôle. Enfin bon, du coup, les Fans the Moon, c'était super tendu. C'était vraiment sympa à regarder. Drug Fox Lock, c'est super marrant de voir deux Fox américains jouer en pal. Amsa, il s'est tapé au Triforce avant, Android après, il s'est tapé toutes les chics du monde et de la Terre, le pauvre enfant. La winner finale, elle était sublime, vraiment à regarder. Ice Moon, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. J'ai fait une... Attendez, ouais, si, Ice the Moon. Non, c'était les Fans the Moon. Les Fans the Moon est un set à regarder, messieurs, dames. Vraiment un set à regarder. C'était sublime. Et bref, du coup, la classique Armada Leffen en winner finale. On est quand même content de voir un Ice en top 3 qui passe the Moon sur la semi-loser. Ça faisait plaisir qu'il, pour la première fois dans un tournoi américain, on n'avait pas Armadale premier, Leffen deuxième ou hors du top 8, et après tous les Américains, et après le reste des Européens. Ça fait plaisir de voir que l'Europe s'est un peu mieux défendue et c'est bien mieux placé que les Américains présents. Vraiment, là, pour une fois, merci l'Europe, les gars. Je suis tellement content que Ice, il ait passé The Moon, en vrai. Ça fait tellement du bien qu'il arrive à exploser comme ça. Ouais. Et puis il l'a très bien passé. Hein. Il a vraiment très bien passé. Du coup, la winner finale, Armada Leffen, c'est 2-1 pour Leffen, Armada qui remonte 3-2. La grande finale, ça se reconclut encore par un 3-2. Les deux sets, ils étaient tendus comme pas possible. On a même perdu un peu nos moyens. C'était absolument fabuleux. Fabuleux, cette grande finale. Fabuleux. On va parler rapidement des doubles cette fois-ci. Ah, les doubles. Double était incroyable. C'est vrai, King Funk, tu vas bien plus pouvoir nous en parler que moi, puisque c'est toi qui étais au commentaire des doubles. Donc dis-moi, dans ces matchs, quel match était à suivre? Qu'est-ce qui était incroyable? Parle-nous un peu de ces matchs. Presque tous les matchs. C'est bon, ça. Alors, pour commencer en winner, Armada, Android, Diskid, Boogie, S-Fat. Ah oui, ce match-là, on s'attendait à un 3-0 facile vu qu'on avait un Ice Climbers et un Fox contre Armada, Peach et Android. On pensait que ça allait être impossible. Armada et Android, ils prennent les deux premiers matchs et après, Diskid et S-Fat, ils arrivent à prendre un match sur Pokémon Stadium. C'était assez impressionnant, mais ils finissent par succomber. Ice Leffen contre Over et Triff, c'était plutôt facile pour Ice Leffen. Il y avait peut-être un match assez tendu, mais sinon c'était tranquille. Hamza Yapi contre Slox et Druggedfox, ça c'était un set impressionnant. Ça a commencé par Hamza et Yapi qui ont pris les deux premières manches et Slox et Druggedfox qui ont fait des adaptations pour le mettre à 2-2. Et le dernier match, il était
ultra serré et Yapi, je me souviens qu'il avait fait un truc assez incroyable pour gagner le set. Pro de Moon contre Humpei et Calais, c'était c'était très solide pour eux, 3-0. Après ça, ah ouais, Hamza Yapi over Trif, c'était. Ah oui, ce match-là était ultra serré, un autre 3-2. Il y avait beaucoup de 3-2 dans ce top 8. Oh Disc It oui. Boogie, SFAT et Prof Pro de Moon, encore un 3-2 en faveur de Disc It Boogie et SFAT. Ce qui est impressionnant parce que Prof et de Moon sont tous les deux très forts contre Ice Climbers. Donc c'était vraiment impressionnant de la part des Américains d'avoir gagné ce set. Après Disc It Boogie, SFAT, Hamza Yapi, je me souviens pas du score, c'était 3-2. 3-0. Ah, En tout cas, ce GG m'a dit 3-0. 3-0. Ouais, c'était un set plutôt solide, ouais. Ouais, c'était comme ça, ouais. Ah ouais, et il faut parler de la winner finale qui était probablement le Ah, set le plus incroyable de ce top 8, hein, où, où c'était vraiment du back and forth, quoi. C'était vraiment une équipe gagne dur et l'autre équipe gagne dur. Et il y avait surtout en particulier un moment dans le troisième match sur Dreamland où Armada et Android font 210% à Ice Eleven en 5 secondes. Ouais, c'était ouf ça. Hein. Et ils prennent les tuent deux les deux. stocks. Ouais. Et ils prennent les deux stocks sans prendre 1% de dégâts. Pendant tout ce moment-là, ils n'ont pris aucun dégât. Et, C'était. et pour vous montrer l'excitation de ce moment, je vais mettre un lien à une photo sur le chat. Comme ça, vous pouvez voir ça. Et ça, c'était la tête qu'on C'était donc à faisait ce moment-là. pendant ce combo. On faisait une tête. Ouais, Elle était c'était. trop drôle cette photo. Et ouais, c'était à peu près ça, l'émotion qu'on ressentait lors de ce team combo incroyable. Après, ouais, Ice Eleven ont battu Disc-Kid et SFAT, je crois, 3-2. Je me souviens que c'était ça. Exactement. C'est Très ça, c'est ça, serré. c'est Donc, 3-2. vraiment impressionnante performance de SFAT et Disc-Kid, qui ne team pas si souvent que ça, d'arriver aussi proche contre une des meilleures équipes du monde. C'est que c'était vraiment très serré. Après, Ice Eleven, on reset le bracket 3-1 contre Armada et Android, si je me souviens bien. Tout à fait. Et pour Millennium ici finir, contre Armada. ça a fini par un 3-0. 3-0 de Armada et Android. Mais vraiment, pour moi, ça, c'était vraiment un des meilleurs top 8 de double que j'ai vu de ma vie, si ce n'est pas le meilleur, parce qu'il y avait tellement de matchs serrés. Il y avait tellement de matchs incroyables et de moments incroyables et juste de team play, quoi. Et ce que j'aimais bien dans ce top 8 de double, c'est qu'on voyait aussi des équipes américaines qu'on ne verrait pas forcément souvent ailleurs, quoi. Parce que comme il y avait un nombre de joueurs limité américains, souvent ils étaient obligés de team ensemble. Et c'était des teams que tu ne verrais pas. Tu vois, on n'a jamais vu Slox et Drog Fox ensemble. Ouais. On n'a jamais vu Crush et Homemade Waffles. On n'a pas beaucoup vu SFAT et Disc-Kid ensemble. Donc, c'était. Et Prof et The Moon aussi. Ça, une équipe mi-américaine, mais quand même, ça aussi, c'était une équipe assez unique. Donc, ça, plus l'action européenne, enfin, tu vois, les teams européennes, c'était un top 8 phénoménal. Messieurs, dames, l'homme qui était au micro vous l'a dit, il vous les a vendus. N'attendez plus. On rappelle Guigui pour voir tous ces matchs et toutes ces vidéos. Simmer King Funk, ça fait plaisir d'avoir eu ton petit regard supplémentaire. Alors, rapidement, pour les récaps FR, parce que bon, on les aime bien quand même, nos petits Français. Vous pouvez voir là leur place à chacun, enfin en tout cas ceux qui sont classés jusqu'au moins 129e, notamment les choses et par qui ils ont perdu. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont tous perdu contre des joueurs relativement forts. Et d'ailleurs, gros shout-out à Belia qui a dû avoir un immense plaisir d'aller de Paris jusqu'à Göteborg pour devoir affronter Jagoff et à la suite. J'espère que ça t'a plu d'affronter des étrangers, Bélia. En tout cas, par contre, un petit props, Jim qui a quand même battu Mike Kagar, qui a battu AJP Anton, qui est un excellent Luigi, et Dieu sait à quel point Jim déteste Luigi. Et il a également battu Master Kai, c'était plutôt propre. Jagoff, lui, il a battu Rocky. Ça faisait un moment qu'on attendait cette rivalité énorme entre ces deux Falcons. Ça s'est fini.
Alors, Jagoff m'a dit qu'il a fini la game sur grab avant, taunt, tilt, taunt, Ouais, je l'ai vu. headshot, taunt, Mec, une connerie dans c'était affreux. Je me suis connecté sur le stream à l'exact moment où ça arrivait. Et c'était hurlé de rire. C'est sur le Twitch de Godborg, c'est ça, par contre? Ouais, c'était ça, ouais. Voilà, donc c'était pas sur Gigi Goon Squad. Si jamais vous voulez voir Jagoff qui joue contre Rocky, ce n'est pas à regarder sur Gigi Goon Squad, mais sur Smash Godborg. En effet, il y avait différents streams, pas Forward Smash, mais différents streams. Et du coup, suivez bien Smash Godborg. De fait, Baxon aussi, il a battu Vidog, également Master Kai. T'as parlé de ça tout à l'heure. Master Kai, c'est le gars qui faisait les vidéos Star Chaser, là? Je ne saurais te dire, c'est je un crois suiveur pas débutant. pas. C'est un D'accord. joueur suédois de la côte Est qui joue Marf. Ok, Et C'est il est ça. très très clean, très solide. d'accord. C'est rigolo, du coup, comme pseudo, ça me faisait penser à ça. Alors du coup, on voit JD qui a perdu contre Matt Dodzeb. Alors ça a déjà été cité par VDJ, mais allez voir ce set. Mais allez voir ce set, c'est des barres, c'est des barres. On va rapidement parler du double aussi également, parce qu'on les doubles quand même, nos petits Français, on les aime bien. Rien de particulier à signaler dans les victoires. J'avoue, encore une fois, j'ai malheureusement pas eu le temps d'éponger tout le bracket à 100% à 100% d'un point de vue team. En tout cas, Baxon's Ghetto qui était vraiment aux portes du top 8, véritablement aux portes, ce qui est un peu dommage. Juste grosse déception du côté Alox Jagoff, par contre, qui perd contre Ashtray et Magno, un peu triste. Ils m'ont dit ils sont allés la fleur au fusil, ça s'est mal passé. Stealthy Giggle aussi, qui ont fusil, ouais. Ouais, Stealthy Giggle qui ont détruit deux de nos équipes françaises, un peu triste. Petit point aussi, j'ai oublié de parler. Ah, tu te marres parce que c'est des Nanois Bravo. évidemment. Et du coup aussi d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais Alox, c'était. Du coup, vous avez peut-être vu en direct périscope de la part du téléphone de Darks, mais son match contre Randomness, c'était un peu tragique de la part d'Alox. C'était la deuxième game, il l'a eu, la troisième game, c'était serré, et la première game. Écoutez, Yoshi Story, on perd 3 stocks à 20-30%, tant pis, hein. Ça arrive. En tout cas, bon, des accidents bêtes pour certains, mais on espère que ça fera mieux. Gros pop Sadaxon en tout cas qui a bien représenté. Abellier également du coup qui a fait top 32, toujours malheureusement du coup en éliminant Jagoff. On aurait préféré un bracket un peu différent. Mais bon, bien joué quand même les gars, ça fait plaisir. Dernier récap du coup rapidement, c'est ce qu'il y a à voir. Donc ça a été dit, Ice face à The Moon, ou Leffen face à même les deux, de toute façon Ice The Moon, Leffen The Moon. Et ça a été dit par King Funk réappuyé, Ice Leffen face à Android Armada. À voir. Aussi, dernière petite information rigolote, The Moon était le seul Marf du top 32 de ce beast. Alors, est-ce que est toujours sûr de son statement disant que Marf est le meilleur personnage de PAL? Est-ce qu'on peut réfléchir sur la place de Marf dans la tier list, ou alors est-ce qu'on n'a tout simplement aucun bon Marf de présent? Faut avouer que malheureusement Maillet n'était pas présent, Reaper n'était pas présent, et je ne me souviens pas avoir vu Beat non plus. Non, Beat n'était pas là. Non, il était pas là. Il est inactif. Donc bon, malheureusement, The Moon, seul représentant de Marf, un américain. Et bien les Marf européens, les gars, va peut-être falloir se bouger, parce que on en est loin. Messieurs, dames, c'était tout. Et je repasse la main du coup à mon petit VDJ, et je crois même qu'on va entendre le slam de Lucan, non? Oh là là, le feu. Ouais, tout à fait. Bah, merci Foster, merci King Funk du coup d'avoir co-casté ce recap. Sans problème. Du coup, effectivement, j'enchaîne tout de suite avec Lucan qui va nous faire sa petite chronique Les pieds dans le pad. À toi, Lucan. Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais encore vous raconter une petite histoire, hein, puisque vous le savez, j'aime beaucoup les histoires. Vous les aimez aussi, tout le monde les aime. C'est pas mal les histoires. Ça nous rappelle à quel point nous sommes des grands enfants qui voulons tous une petite... que son papa lui raconte une petite histoire avant d'aller dormir. Et moi aussi, je vais vous parler du Beast, parce que comme vous le savez, je n'y étais pas, hein, malheureusement, sinon... tout le monde aurait pu voir ma magnifique prestance devant un micro. Mais malheureusement, je n'étais pas présent. Et du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois, le petit Lucan avait un seum inconsidéré d'être chez lui. Alors attention, hein, pas que son cocon personnel lui plaise pas, au coin du feu, avec cette demi-douzaine de bouteilles de whisky pour masquer son chagrin. Non. Mais ce week-end en particulier, le petit Lucan rêvait de nouveaux horizons.
Il rêvait de fjords et d'aurores boréales, de jolies têtes blondes aux yeux bleus, bon, celles qui font pas peur, hein, de nourriture étrange et de vin trop cher. Mais avant tout, il rêvait de jeux vidéo. Lui qui, en son fort intérieur, aimerait beaucoup pouvoir botter des culs avec la même dextérité que celle de Rodet fait preuve quand il va tomber sa bouteille de Ricard le même soir, il aurait voulu faire partie de cette belle aventure. Mais quelle aventure! Eh bien, ce week-end-là avait lieu le Beast 7. Non, il ne s'agit pas d'une référence biblique, mais bel et bien d'un tournoi, un des plus grands d'Europe d'ailleurs, avec plus de 400 participants pour mêler, 700 au total. Hein. Donc c'est une petite expérience communautaire comme on en connaît rarement et un moment d'intense compétition. Alors, à l'aide d'une hype maîtrisée comme jamais par nos valeureux commentateurs, hein, dont certains ici présents avec nous, le petit Lucan a quand même pu vivre cette expérience en dématérialisé comme le DLC communautaire dont il avait besoin ce week-end-là. Alors, hurlant comme jamais au rythme des performances de ses plus fidèles sbires, Axo et Xagon, hein, on a pu voir les éclats dont ils ont fait preuve. Le petit Lucan adorait son week-end. Alors, hurlement d'ailleurs, uniquement couvert par ceux de ses voisins, avides visiblement de partager ce moment avec lui, ou peut-être de ne pas le vivre, hein, qui sait, seul Dieu peut les juger après tout. Seulement, alors on notera malgré tout que s'ils n'avaient pas voulu participer à ce moment, sachez qu'ils avaient tort, au vu de la main de maître avec laquelle l'équipe de la Bête a géré son tournoi, de la logistique au top à tous les aspects humains savamment contrôlés, y compris les imprévus, on peut saluer la performance des organisateurs. Performance qui renforce encore une fois le sentiment qu'il fait bon faire partie de cette communauté. Et c'est ainsi que malgré le manque de ses plus proches copains et l'envie plus forte que jamais d'être présent à la prochaine édition, que notre petit Lucan a quand même pu vivre ce moment de communauté intense. Mais trêve de ce zouave, nous avons ici à présent 3 participants physiques, hein, mais en même temps ils avaient précommandé leur place, hein, c'est pas très juste. Enfin, je dis 3, mais au final 2 participants et demi, hein, comme notre Darks National était avant tout sur place pour ROA. Je vous propose de parler de ça avec eux pour qu'ils nous disent un peu tout ce qu'on a raté et un peu comment eux ils ont apprécié leur week-end. Ouais, alors les gars, c'était quoi ce... Parce que moi non plus, j'y étais pas. Et ça me... J'enrage. Mais du coup, voilà. Racontez-nous un peu votre week-end. C'était ouf. Ah, c'était génial. Tu veux commencer, Fausto? Bon, moi, je vais être rapide de toute façon, mais pour avoir fait pas mal de bis précédents et pour avoir souvent trouvé que les bis étaient surcotés par rapport à l'importance qu'ils avaient en Europe, c'est la première fois que je trouve que les organisateurs ont si bien géré un tournoi, dans le sens où tout a roulé, tout a glissé, tout était à l'heure à un tournoi, messieurs, dames. Honnêtement, même en tant que spectateur, ça m'a surpris. Il n'y avait pas une seule dose de retard. À part l'incident le dernier jour, mais ça, on pouvait rien y faire. Ça, par contre, je veux dire, c'est les aléas du direct. Hein. On peut pas faire grand-chose par rapport à ce genre d'événement. Et au contraire, même ça a été bien géré. Absolument. Faut se rendre compte, même avec ça, leur réponse, d'ailleurs, notamment l'incident, elle a été complètement folle. Tout a été fou. Hein. Leur réactivité par rapport à tout ce qui s'est passé et leur tenue de leur événement, c'était incroyable, que ce soit pour tous les jeux. Hein. Ouais, absolument. Moi, j'ai été à tous les bis jusqu'ici, du 1 au 7. C'est ma série de tournois préférée. Et, enfin, préférée pour des raisons, disons, plutôt émotionnelles qu'objectives. Mais parce que le Beast 1, c'était mon premier tournoi européen, quoi. Mon premier grand tournoi européen pour Melee. Et je trouve qu'à travers les années, ils se sont vraiment améliorés, quoi. Mais ce dernier-là, c'était la plus grande amélioration qu'ils aient fait. L'amélioration du 6 au 7 était beaucoup plus large que celle de tout ce qu'il y avait avant, quoi. Alors, quand tu parles d'amélioration, est-ce que tu arrives à cerner plus spécifiquement les points sur lesquels, effectivement, ça a été amélioré? Donc, d'abord, tout a été fait dans les temps. Il y avait plein de setups pour tout le monde. Donc, tout le monde pouvait jouer à tout moment, pratiquement. Il y avait aussi... je pense que c'était aussi bien que les jeux soient séparés dans 2 salles différentes, entre Melee et Smash 4. Et je pense aussi qu'ils ont mieux géré. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup mieux géré Smash 4 cette année par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était une catastrophe, ce jeu, la façon dont ils l'ont géré.
Par Il n'y avait pas curiosité, assez de setup et ouais, ils ont fait des poules, round robin avec 3 stocks et 2 setups par pool, quoi. d'accord. Et 9-10 personnes par pool. Donc en fait, Ah ça ouais. durait 4 heures au lieu de 2 heures. Justement, par curiosité, je me demandais, c'était en 2 ou 3 stocks cette année, le C'était 3 Beast, du stocks. coup? C'est resté 3 stocks 3? parce qu'en D'accord. Europe, j'ai l'impression qu'ils préfèrent les 3 stocks, mais ça risque de changer Ouais, bientôt. c'est encore en débat un peu partout, Ah, apparemment. Mais à part ça, ouais, tout était mieux organisé. Ils ont vraiment appris des erreurs de l'année dernière pour améliorer l'événement, quoi. j'ai trouvé ça très juste que tu as dit, le côté la plus grosse progression, ça a été du 6 au 7, et c'est vraiment très 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 juste, dans le sens où j'en ai parlé un peu à VDJ à la fin, et ce que m'a dit VDJ, c'était le 7 était ce que le 6 devait être, Oh. on s'est juste un peu raté, maintenant on a eu la progression qu'il fallait, c'est monté, on est tous plus stables, on est tous plus sûrs, on sait tous mieux ce qu'on va faire, et maintenant du coup ils regardent déjà pour le prochain, le 8, pour être encore plus gros. Ouais, c'est sûr, parce que le 6 et le 7, c'était dans cette même venue, quoi, dans ce Yep. même endroit à côté de l'hôtel. Le 5, c'était dans une assez grande école. Et, et le 4, le premier au 4, c'était l'école, la petite école originale où on était, quoi, au début. Ah, ces tournois, ils étaient assez mythiques. On dormait par terre. C'était une autre époque, hein. C'était vraiment une autre époque. Moi, je me rappelle du piano sur scène avec à chaque fois les joueurs Ouais, ça c'était qui trop venaient, bien. qui faisaient des tours avec. Même Bord, à l'époque, il avait fait un show débile à un moment sur scène. Enfin, c'était génial. Ouais, Je rappellerai le Beast 1 où Yappy jouait au piano avec Hack qui faisait du beatbox. ouais, Yes. ils ont fait ça au 2 aussi. Ils avaient Et fait ça au c'était 2. aussi, ouais. Et Je- c'était je- aussi le premier tournoi où j'ai rencontré François. Oh C'était là drôle. là. C'est Petit vrai, moment c'est très juste. émotion. Je me souviens que je voulais le jouer j'ai joué des friendlies avec lui et que j'étais impressionné de la différence de sa Samus par rapport à celle d'Eagle, qui était complètement différente. À l'époque où Foster était top player. Ça, le gamin Beast 2, tu veux rire, je t'ai pas passé les poules, tu sais. Euh, ouais. Je me souviens, le truc qui m'a le plus rendu fou, moi, au Beast 2, j'ai toujours cette image d'un match de poule entre Jim et entre Metal Fox, qui joue encore NES à l'époque, et Ouais. Fab qui counterpick Pokémon Stadium contre Metal Fox, et tu sais, Metal Fox qui va le prendre là contre le petit rocher enfin, contre le grand rocher de Pokémon Stadium et qui spamme les Doltines de NES, et Fab qui se retourne en le regardant, les gars, je fais quoi, mon dieu? C'était vraiment trop drôle, quoi. Ouais. Mais À ouais, l'époque. on en est arrivé vraiment loin avec le Beast. Aussi, ils ont inclus Street Fighter pour une fois, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde. Je Et pense que ils ont enlevé Project M aussi en échange. Enfin, ouais, ils ont non, changé pas, un peu la c'était limite. sûrement pas en échange de Street, Oui. mais je crois que c'était plus enfin, je sais pas en quoi c'était un échange. Je crois que c'était plus en échange d'un meilleur tournoi Smash 4 peut-être, ou je sais pas. Ouais. Ou juste un problème d'un point de vue légal avec PM et qui veulent pas forcément se mettre dans des situations un peu compliquées pour le futur. Ouais, Ouais, bah, en tout Nintendo est cas, chiant là-dessus, hein. j'en sais rien, mais le tournoi pour Street était assez petit, on était une trentaine et il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui sont venus parce que je pense que la communauté de Street scandinave a trouvé que l'événement était un peu trop cher pour leur goût, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas venus. On avait un des meilleurs joueurs suédois qui s'appelle Poppy qui était là, mais il est que venu pour faire du commentaire. Mais bon, c'était sympa d'avoir le jeu là-bas et j'espère que l'année prochaine, on refera la même et il y aura plus de gens peut-être. Peut-être un pod bonus, ça pourrait attirer plus de gens, mais Tu mentionnes pas que ça t'a permis quand même d'arriver, du coup, sur le podium, de Street Fighter. bah, ouais, mais ça vaut pas trop le coup de mentionner à moins que je gagne et j'ai pas gagné donc Mais Oh, enfin, il est arrivé 2e, hein, voilà, je préfère ouais, non, préciser non, quand mais même, voilà. encore une ce fois, qui n'est cet homme pas est un résultat terrible, mais bon. beaucoup trop humble. Mais non, en fait, moi, là où vraiment je trouve que le Beast excelle,
enfin excellait en tout cas dans cette édition-là, c'est que il excelle dans les mêmes points que le R, dans le sens où c'est un mot que j'ai pas mal utilisé ces 2 derniers jours avec une diverse, je dirais, des résultats divers, c'est que c'était un des premiers gros tournois en Europe qui présentait vraiment un véritable écosystème de tournois. J'entends par ça qu'il y avait une logistique au top, qu'il y avait une identité visuelle de qualité, qu'il y avait l'investissement nécessaire pour tous ces... vraiment au bon déroulement du tournoi. Et le résultat, c'était un professionnalisme à toute épreuve, en fait. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien à la scène, en tout cas, ce genre de tournoi. Parce qu'on arrive à vraiment montrer que, sans encore parler de business, mais on est capable de présenter quelque chose en termes de spectacle qui était quand même beaucoup plus mature que ce qu'on est capable de fournir jusque-là. Moi, je me souviens, je n'ai pas été aux autres, hein, mais la différence entre le Beast 2 et le 7, par exemple, au-delà d'une différence de moyens, c'est une différence, je dirais, de professionnalisme et d'approche. Donc, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais vraiment, je suis toujours agréablement surpris par ce genre d'initiative. Et encore une fois, on peut voir ça avec le professionnalisme avec lequel, par exemple, ils ont géré malheureusement l'incident, hein, on regrette tous qu'il soit apparu, mais ça permet quand même de mettre en valeur une sorte de prise de risque et de mesure des enjeux qui étaient vraiment peu présentes avant, quoi. Ouais. Il y avait aussi une très très bonne qualité de production du stream, quoi. Et je pense qu'ils ont pris beaucoup d'inspiration de Big House, quoi. Ouais. De la façon dont ils présentent le tournoi et le top 8 et tout ça avec des caméras. Enfin, avec pas des caméras partout, mais plutôt une caméra qui suit les joueurs de près. Et C'est vrai, c'est quelque avec chose qui a été... l'assistante de Liva qui aidait à faire ça, c'était vraiment, c'est super parce que ça permet vraiment de raconter une histoire au spectateur Ouais, tout à fait. en dehors de... C'est clair que tout ce qui était de l'intérieur vers l'extérieur, ils ont été très forts, hein. Lifashiro, enfin Gigun Squad, ils sont incroyables. Vexani avec ses photos qui sont aussi mais incroyables. Enfin, je sais pas si vous avez vu déjà la photo que tu as dû mettre dans le chat, la photo de Daidy face à Disky Boogie par exemple. Oh, elle est folle. ça c'est la meilleure photo du tournoi. Ça, c'est Ah, vraiment... mais tellement loin, de tellement loin. Enfin, je veux dire, en effet, le truc, ce qui est génial, c'est qu'il y a des acteurs qui sont pas forcément non plus spécialisés dans ce match ou quoi. Enfin, en tout cas, enfin, des acteurs extérieurs qui viennent aussi, qui sont spécialistes et qui donnent leur valeur ajoutée. Ça donne du cachet de ouf. Absolument. C'est vrai que c'était Jérém qui précisait dans le chat qu'effectivement le stream avait beaucoup de qualités notables et notamment c'était vraiment une bonne idée, je pense, d'avoir fait venir Homemade Waffles pour commenter ça avec vous. Loin de moi l'idée de vous dénigrer, hein, mais en termes de visibilité pour depuis les États-Unis et depuis l'Amérique du Nord, c'était vraiment une très très bonne idée, je pense. Ouais, c'est toujours bien d'avoir le combo commentateur américain et commentateur européen pour la visibilité. Ouais, carrément. Mais en tout cas, un truc sur cette photo de Daidy, c'est que ce match entre Daidy et Disskid a fini par un time-out. Daidy a réussi à time-out Disskid. Et je pense que c'est ça qui a vraiment permis à l'exécution de cette photo. C'est que comme le temps allait passer et qu'il reste à 10 secondes, Stéphanie a pu se placer à l'endroit où elle pouvait prendre cette photo de rêve et elle a réussi. C'est vrai que c'est un angle qu'on a rarement... parce que là, en gros, elle est juste derrière la télé, j'imagine. Ouais. Ce qu'elle me disait, genre avant, enfin après plutôt, c'était que genre, dans ce genre de moment, c'est que la foule, la hype, les gens autour de la télé me disent quand je dois aller pour prendre la photo. Dans le sens où elle était là, pépère, en train de prendre des photos à droite à gauche ou en train de trier ses photos dans un coin. Et d'un coup d'un seul, elle entend tout le monde qui se met à gueuler et à crier, etc. Elle sait qu'elle doit y aller. Et en effet, carrément, elle a pu se mettre là en avant, se mettre en position.
et prendre sa photo. Je trouve ça vraiment phénoménal en fait. Ouais, vraiment, ce que j'ai eu, tu parlais King Fung tout à l'heure d'histoire en fait, que ça racontait des histoires. En fait, si tu veux, dans tous les tournois auxquels j'ai fait, il y a toujours des histoires. Genre, oh machin, vous avez pas vu, il y a Bidule qui a battu machin, et puis là, il y a Alox qui s'est encore suicidé sur sa dernière stock, il y a Jacob Carlson. Enfin, je veux dire, il y a toujours plein d'histoires, mais c'est vrai que le spectateur, quand on n'est pas au tournoi, on se sent toujours. Enfin, vraiment, il y a vraiment un manque à gagner. Il y a toujours plein d'histoires qu'on a ratées. Et c'est vrai que la production et l'équipe du Beast nous a vraiment fait ressentir que. Enfin, ils nous ont vraiment raconté toutes ces histoires-là, tu vois. Je veux dire, c'était pas uniquement l'histoire des Five Gods et les fans qui veulent leur titiller la glotte. Non, enfin, je veux dire, vraiment, il y avait plein d'histoires. Ce moment avec This Boogie et Daddy, il y avait, voilà quoi, The Moon, les fans. Il y avait juste tellement de moments partagés avec les gens de l'extérieur. Enfin, j'ai vraiment trouvé cette production vraiment phénoménale, moi, pour le coup, encore impressionné, quoi. Il faudrait que tu leur dises, ils seraient contents de l'entendre. Bah, j'espère bien avoir l'occasion de leur dire, hein, puis peut-être. J'espère. En tout cas, c'est sûr, c'est que ça fait une publicité. Enfin, ça donne envie comme pas possible, quoi. Totalement. Et je pense qu'il y Parce a que beaucoup plus de. l'histoire est bien racontée aux gens qui sont pas là, plus ils se rendent compte qu'ils sont pas là où il faut. Il faudrait pas être devant son PC à regarder le stream. Il faudrait être derrière Daddy en train de crier, quoi. C'est ça. Et Donc, je pense qu'il y a beaucoup de. Ou alors ils pourraient devenir le prochain Daddy eux-mêmes. Bah, oui, voilà, c'est ça. Typiquement, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a vraiment des. Il y a vraiment des leçons à tirer en fait de ça, au-delà des résultats de l'événement lui-même. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes d'organisation en fait qui devraient penser. C'est bête, hein, mais le fait, ne serait-ce que l'organisation spatiale d'une salle, ça permet de définir des coins de hype, ça permet d'avoir ne serait-ce qu'une petite salle à côté, c'est là où il y a tous les ragots, et c'est tous des spots en fait qui favorisent la communication, qui favorisent les histoires à raconter. Et je pense que c'est vraiment à tous les niveaux en fait qu'on peut prendre qu'on peut vraiment améliorer la qualité de l'événement qu'on propose, pas uniquement en termes de moyens, mais vraiment en termes juste de réflexion, d'organisation spatiale, d'organisation temporelle, et avec des choses simples, des choses aussi simples qu'un appareil photo, une caméra ou ne serait-ce qu'un micro pour parler de tel ou tel joueur. Je pense qu'il y a vraiment des choses à dire, de la qualité de production à apporter, et encore une fois des histoires à raconter qui communiquent avec les gens de l'extérieur. Et qui contribuent à leur manière, à grande échelle en fait, parce que c'est vraiment le plus important, qui contribuent à leur manière à développer la scène, à développer l'intérêt, parce qu'au final c'est comme ça aussi qu'on va parler aux gens qui ne sont pas des joueurs de ce match en fait, mais peu importe qu'on soit intéressé ou pas par le jeu, on sera forcément intéressé par une histoire de rivalité, par une photo comme ça parle à tout le monde, je veux dire, sans même savoir à quel jeu on joue, on voit voilà quoi, qu'il y avait une rivalité, il y avait un moment intense en fait. Et je pense que c'est vraiment des leçons à tirer de tous ces événements-là. Et c'est ce que le Beast a réussi à faire de manière vraiment personnelle, vraiment très professionnelle à la fois. Et encore une fois, un grand bravo à eux, quoi. J'espère j'espère qu'il y aura un post-mortem où enfin voilà, un espace où ils parleront. Vas-y. Ouais. Et je suis complètement d'accord, et je pense que c'est quelque chose que l'Europe a toujours eu besoin de plus d'histoire et plus de choses auxquelles les spectateurs peuvent s'engager, parce que je pense que c'est toujours ça qui a été l'avantage des tournois américains, en dehors de bien sûr de leur plus grand nombre et de leur meilleure production. C'est qu'il y a beaucoup plus d'histoires là-bas. Il y a beaucoup plus. Quand les gens regardent des tournois américains, ils savent qui regarder, ils savent ils connaissent leur personnalité, et ils les suivent sur Twitter. Alors que les joueurs européens, il y a pas mal de gens qui les connaissent pas bien, quoi, en dehors d'Europe. Tout à fait, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que tu vois, souvent, tout à l'heure, en fait, je parlais d'écosystème et je disais que j'avais eu des résultats un peu différents suivant les personnes avec qui je parlais. Mais en fait, je pense qu'en Europe, il y a une espèce de tabou, de sujet à la fois tabou et à la fois où les gens ne peuvent pas s'empêcher d'en parler, c'est l'argent. Les gens, quand je parle d'écosystème ou quand on parle de professionnalisme et de sérieux dans cette scène, les gens s'imaginent
toujours, il y a le mot, le fameux mot, hein, le saint graal du sponsor. Et les gens s'imaginent toujours en fait qu'un sponsor, c'est quelqu'un qui va te donner de l'argent. Alors que non, pas du tout. En fait, quand on parle d'écosystème, on parle justement d'équipe de production. On parle de communiquer avec les autres, on parle de visibilité en fait. C'est pas uniquement un tournoi, il y a une espèce de légende aussi qui court, c'est que le tournoi il est fait pour les joueurs. Alors oui, mais pas que. C'est effectivement le gros de l'activité, hein, parce que bien sûr, sans joueurs, pas de tournoi. Mais sans spectateurs, quel est à nouveau l'intérêt de la compétition, quoi. Je veux dire, passer un moment, je pense, passer un certain niveau, hein, tu, as envie de pouvoir vivre, en fait, tu as envie de communiquer ta passion. Et c'est tout cet écosystème-là qui est vraiment, on est vraiment en retard en Europe, en fait. C'est que on est passionné par le jeu. On a une véritable passion, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec aussi peu de moyens en Europe, on a réussi à faire tenir la scène aussi longtemps. Mais on manque vraiment de... Désolé pour l'expression, j'en ai pas d'autre, hein. Mais on manque vraiment de couilles quand il s'agit de montrer aux gens à quel point on est passionné à ce jeu. On manque vraiment, vraiment d'imagination quand il s'agit de raconter des histoires, et c'est ce qui nous manque le plus. Et il faut vraiment que, je pense que pour développer la scène, je pense qu'il faut vraiment que les organisations et les différents acteurs de la scène investissent beaucoup plus de moyens, que ce soit temporel ou financier, dans la production de leurs tournois. Ouais, Absolument d'accord. c'est des personnels, enfin voilà, c'est des gens, il faut qu'ils soient là, quoi, des gens qui font des vidéos, des gens qui font des photos, c'est plus dur à aller chercher que des joueurs, tout simplement. Enfin, mais donc voilà, ça fait partie de l'organisation à part entière. J'ai une dernière question, pour vous à propos du Beast, donc Foster, et King Funk, si vous avez peut-être une réponse à m'apporter, c'est quoi la prochaine étape pour eux, du coup? Est-ce que vous savez un peu, est-ce qu'ils ont déjà tiré, des conclusions? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont réussir? Voilà, c'était un tournoi extraordinaire, peut-être le meilleur, qu'on ait eu en Europe. Quelle est la prochaine étape pour eux? C'était une idée King Funk, vas-y, parce que honnêtement, j'en ai pas particulièrement. Bon, Vous c'est une question, légitimer. c'est une question assez ouverte, hein, de toute façon, ça peut être juste, voilà, votre ressenti, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux encore, Euh, C'est dur à dire, hein. Ce Parce que sera c'est répété, vraiment, déformé, sorti de son contexte, bien entendu. c'est dur à dire. Parce que le tournoi était assez proche de la perfection, mais je pense que, je pense que un truc que je vais te dire qui est important quand même pour toute l'Europe, c'est que vraiment Geeky Goon Squad a vraiment besoin de l'aide de tout le monde pour rester. Et je pense que si Geeky Goon Squad s'agrandissait et venait à un point où il pourrait faire par exemple 2 streams au Beast, ça, ce serait vraiment super, quoi, pour la communauté. Et je pense que les choses qu'on peut améliorer, on peut commencer par ça déjà, quoi. On peut commencer par supporter la personne, qui fait vraiment tellement de choses pour nous, et c'est Liva. Il fait un boulot monstre, Liva. Ouais, et il faut vraiment que les gens comprennent à quel point le boulot qu'il fait est important, et à quel point c'est important de sub, quoi, à son Twitch. C'est un des acteurs, c'est un des premiers acteurs en fait, du développement de la scène ces dernières années. Parce que mine de rien, Liva c'est quand même l'identité graphique de la plupart des tournois. C'est en tout cas la carte de visite, hein. Il a streamé les plus grands événements en Europe, et au final, c'est grâce à lui que les gens ont pu le voir. Donc c'est vrai qu'il fait un boulot impressionnant, quoi. Ouais. Donc, je pense que le tournoi en lui-même, il n'y a pas grand-chose à améliorer. Mais pour que des tournois comme ça soient produits aussi bien, il faut qu'on continue à aider Liva à faire ce qu'il fait. Ouais, ce qu'il Donc, faut, c'est pérenniser, la situation actuelle et être sûr que, voilà, dans l'année prochaine, on se retrouve pas avec, Geeky Goon Squad qui n'existe plus ou, des choses comme ça. ouais, Bah, exact. de toute façon, enfin, il fait partie des acteurs, dont on parlait,
quand on parlait de gens qui prennent des photos ou de gens qui font les vidéos, Liva, au final, c'est son rôle aussi, hein, c'est transmettre ce qui se passe au tournoi, ailleurs. Ouais. Donc et c'est même, du coup, le premier, quoi. Ouais, il a pratiquement le rôle le plus important, quoi. Tout à fait. Je vais enchaîner un petit peu, Le ça petit fait truc. déjà ouais, Tiens, attends. vas-y. Juste pour poursuivre vite fait juste pour compléter, je dirais. Le truc aussi, par contre, c'est qu'en arrière-plan aussi, l'équipe du Beast, à moindre Ouais. mesure, pas du Beast, mais en tout cas les principaux, genre les Lolex et ce qui est un peu en dessous, ils ont quand même réussi à s'étendre un peu plus, à maintenant avoir touché la DreamHack, avoir créé des tournois avec la DreamHack Summer Winter, avoir étendu ça maintenant également sur le DreamHack Smash Championship, pardon. Genre, je pense juste que le Beast deviendra plus gros avec certainement plus de choses, mais je pense surtout que leur évolution elle va se jouer aussi sur d'autres tournois. Ouais. Ouais, totalement. Ils ont souvent été critiqués pour leur performance à DreamHack. Mais je veux juste dire que DreamHack, c'est vraiment pas un des tournois les plus faciles à gérer. C'est vraiment difficile. Ils nous donnent pas beaucoup d'espace. Et c'est vraiment pas facile de faire un tournoi d'une qualité qui peut même se rapprocher du Beast, quoi. C'est dur. D'accord. Mais je sais pas pour vous décourager d'aller au DreamHack, je vous encouragerais même parce que c'est un événement super. Si vous aimez les e-sports, il faut que vous ayez il faut que vous ayez à DreamHack au moins une fois. Mais ce que je vous dis, c'est que quels que soient les tournois qu'ils font, ils font vraiment de leur mieux pour donner la meilleure expérience possible. Bah, tu vois, ouais, je vais rebondir un peu là-dessus et sur ce que disait François, et puis après, peut-être un peu donner, en tout cas, ma conclusion au Beast, un peu là-dessus, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, et en France, en tout cas, le dernier exemple qu'on a, c'était l'Arcamelec 2, où Brog a fait un événement phénoménal tout seul, qui était un bon événement, mais ça montre les limites, en fait, les limites d'organiser un tournoi tout seul. Et je pense vraiment qu'en 2017, il n'est plus raisonnable, à partir du moment où on essaie d'avoir un peu d'ampleur, d'organiser un événement comme ça tout seul. Et c'est vraiment l'important d'avoir une équipe, hein. François a bien parlé de l'équipe du Beast. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une véritable logistique et une équipe derrière qui vient soutenir le fameux Théo. Et la dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est que on parlait de raconter des histoires, donc on a parlé de toute l'équipe de production, et moi j'aimerais vous remercier à titre personnel, en tant que spectateur, François et King Funk, parce que en tout cas des histoires, vous nous en avez raconté des belles ce week-end, et j'ai vraiment beaucoup apprécié vous écouter. Si. À votre service. Une dernière remarque sur le Beast, où je passe la main à Foster, qui va nous parler un petit peu des tournois à venir. Vivement le Beast 8. Voilà, parce que non, mais en vrai, c'était un peu la question, c'était un peu le subtexte de la question que j'ai posée. C'est voilà, le Beast 7, bon, je rage de ne pas y avoir été. Qu'est-ce qui va me faire regretter le Beast 8? Mais non, j'y serai, bien sûr. On y sera tous. Bref. Il faut que vous y ayez tous. Eh oui, bah oui. Plus de Français et plus d'Allemands. Et il manquait vraiment des Allemands au Beast, quoi. J'avoue. Ils avaient un autre tournoi ce week-end-là, ou ils ont. Ouais, je crois, ouais. Bah, surtout qu'aussi la Suède, c'est cher d'y aller. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, c'était vraiment c'était le meilleur Beast auquel j'ai été et le meilleur tournoi européen auquel j'ai été. Donc vivement le Beast 8, ce sera le 8e pour moi. Eh ben écoute, quand tu veux, Foster. On est tout bon? Ouais. J'attends qu'on me valide. On est tout bon. Régime valide. Voilà, la régime valide. Messieurs, dames, parlons du coup maintenant, après de ce qui s'est passé, de ce qu'il va venir. Tournoi à suivre, messieurs, dames, pendant les 2 prochaines semaines. Alors, on va commencer par de l'européen. En effet, on a l'Avalon
M7, la classique bi-monthly néerlandaise qui a lieu à Zoetermeer. Les joueurs sont malheureusement pas encore divulgués, ils ne seront divulgués qu'à la fin. En tout cas, de ce qu'on m'a dit, pour le moment, c'est que du classico néerlandais. Enfin bon, ça se passe sur une seule journée, c'est le 4 mars. N'hésitez pas à soit en tout cas suivre le stream sur Bring Your Own Controller, une des chaînes d'ailleurs qui était présente au BIS, qui a fait un excellent travail. Ils sont très bons. Tournoi ensuite, on va passer directement à l'autre continent, messieurs, dames, avec le No Fun Load. On a un petit tournoi à 192 joueurs pour le moment, ça fait que de se rendre. Actuellement, on a Maikez, Gatsu et Gravi de présents. Donc, si vous aimez les Falcons, ça sera à regarder. Malheureusement, j'ai pas vu de chaîne Twitch de proposer ou quoi. Donc, si jamais j'ai des infos, je tweeterai ça. Mais là, malheureusement, je suis désolé, je ne peux pas vous la fournir. Par contre, maintenant, le tournoi à ne pas rater dans ces 2 semaines, c'est le Smash Summit, messieurs, dames. Les 16 joueurs invités. Ah oui, ça va être fou. On a Armada, Mango, Mewtwo King, Hungrybox, Plup, Leffen, Axe, Fat, PPU, Westballs, Hux, Infinite Numbers, Excess Kimbers, S2J, Lucky, Chudat et Ice enfin. Un cash prize actuellement de 47 523 $ pour les simples et 12 500 pour les doubles. Il faut savoir qu'il y a le shop du Smash Summit. Vous pouvez acheter énormément de choses. Et en fait, dès que vous achetez quelque chose dans le shop, c'est directement reversé aux différents... à différentes proportions, soit dans le cash prize. C'est diversement versé à Infinite Numbers. Soit dans le cash prize, soit dans soit pour l'organisation ou ce genre de choses. Des events en pagaille, ça serait dur de tous vous les resituer parce qu'il y a tellement de choses. Je veux dire, ils se font un mafia dans le salon, ils se font un Iron Man lotière, ils se font des crews, ils se font des doubles, ils se font des simples. C'est 4 jours de Smash Bros. Et c'est pas que du Smash Bros, grosse compète et tout. Non, c'est 4 jours de Smash Bros ouvert avec plein d'activités différentes, avec 16 des meilleurs joueurs mondiaux. Plus encore, vu qu'il y a plein d'acteurs très, très importants dans la communauté qui sont présents, qui est là, qui parlent du jeu, qui parlent de la scène. C'est vraiment super intéressant. Avec le célèbre Couch, avec le quadruple commentary sur le stream. Vraiment, c'est l'événement à regarder dans les 2 prochaines semaines. Ouais, totalement. En vrai, ça va être fou. Hein. En plus, il y a tellement de sel et de hype à ce truc à chaque fois. C'est vraiment trop bien, quoi. C'est un des trucs les plus amusants à regarder qui existe. L'effet, il a 100% la mort à chaque fois à ce truc-là. C'est trop drôle. Hein. Je dis c'est trop drôle, c'est pas tellement parce que je taunte les fans, hein, c'est juste vraiment parce que c'est un événement, ça fait plaisir à regarder, quoi. Encore une fois, on parlait d'histoire, et le Smash Summit, ça raconte des belles histoires, quoi. C'est vraiment trop bien. Et du coup, ils ont réparé le trou dans le mur que... Alors, ils l'ont fait. Ils l'avaient déjà fait la dernière fois. Justement, ce que j'allais dire, c'est que autant l'affiche du Smash Summit 2 était un point qui défonçait un mur et on a vu ce qui s'est passé. Honnêtement, avec cette affiche, j'ai vraiment peur des conséquences de ce qui va se passer durant ce Summit. Qui se rappelle du toit de la maison. Non, ça va. Alors, c'était pour le Summit. On vous fera un gros récap dans 2 semaines, hein, vu que c'est, encore une fois, je le répète, c'est l'événement à suivre. Donc, on parlera de cet moi, en tout cas, personnellement, je parlerai de cet événement plus en détail que les autres dans 2 semaines. Très bien, des petites infos, surtout communauté française. Alors, Shield Breakfast vient de proposer des ressources et propose tout un tas de ressources. Vous avez une question, vous aurez une réponse. N'hésitez pas à aller voir parce que j'ai un peu regardé vite fait. C'est vraiment très, très, très complet. Donc, si jamais vous avez des questions, vous êtes perdu sur un sujet ou quoi, vous ne savez pas quel joueur regarder, vous ne savez pas quelle communauté ou contacter quelle communauté ou quoi, ou n'importe. Bref, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment super intéressant si vous êtes perdu sur quelque chose. Et c'est vraiment un des premiers liens à donner si un joueur est perdu, s'il a une question, il aura très certainement sa réponse présente là-bas. Encore une fois, dans la communauté française cette fois-ci, vous avez dû tous recevoir dans votre boîte mail la petite newsletter du French Melee. Parce qu'en effet, vous avez la CV du PRFR, je trouvais ça très drôle, la combo vidéo du Power Ranking français qui sort en ce moment. Donc, il va y avoir une combo vidéo par tiers. Je vous rappelle que ça va du C à S. La tiers C est sortie, donc c'est du top 30 au top 16, mes excuses.
Donc, n'hésitez pas à regarder la combo vidéo, ma foi, les combos vidéo, ça vous verrez le top 30 des joueurs le top 30 français, mes excuses, en train de performer dans cette combo vidéo. De fait, vous pourrez voir ce qui sont nos petits joueurs si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas pourquoi ce joueur-là est classé, comment, que fais-je, quoi. Et bien, vous pourrez voir, vous aurez enfin une idée. Et si vous ne connaissez pas les joueurs, vous aurez un visage derrière ces noms. Messieurs, dames, c'était tout pour les tournois. Ah non, excusez-moi, j'oubliais les tournois locaux. Pendant les 2 prochaines semaines, il y a des tournois à Lyon, Nantes, Paris, Angers, Rennes et Brest, messieurs, dames. De la Monthly à la Weekly et même à la toute première, petit shout-out à la Winter Smash Cup, qui est le tout premier tournoi rennais qui va se passer au Warp Zone Bar. Ça fait plaisir. Je sais qu'il me semble qu'ils font des tournois sur Smash 4. Ils avaient notamment sponsorisé un joueur Smash 4, Ursus Beck. Ursus Beck, si tu nous regardes, shout-out à toi aussi. Donc, ils s'intéressent à mêler. Ça fait, ma foi, très, très plaisir. Du coup, voici vos petits tournois. Si vous êtes dans ces régions, n'hésitez pas à y aller chercher les informations. Allez sur le groupe du French Fellé pour demander des questions. Allez sur le calendrier des tournois. Les informations sont présentes ou cherchez-les sur Facebook. Vous trouverez bien. En tout cas, moi, je vous dirais, on se voit au Super Smash dimanche. Et sur ce, messieurs, dames, moi, j'ai fini mes tournois à suivre. Bon tournoi à vous tous. Merci beaucoup, Foster. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. On a eu le temps de dire beaucoup de choses et évidemment, on a eu le temps de ne pas dire beaucoup d'autres choses puisque on a abordé des sujets super vastes et évidemment passionnants comme d'habitude. Mais on va essayer de tracer un trait assez rapide pour une fois. Qu'est-ce qu'on peut mentionner en dernier? King Funk, peut-être, je vais te laisser la parole si tu as des messages à faire passer, c'est le moment. Je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli dans votre Jet Smash Radio. Et sinon, je voudrais dire un grand bravo à toute la communauté européenne de Smash pour être venu au Beast et pour avoir fait de cet événement un événement aussi spécial, quoi. Et j'ai vraiment envie de passer à HF-LAN parce que c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne jamais avoir été un HF-LAN. Shame on you! Donc, je vais essayer d'y passer et si vous avez envie de me rencontrer, ça pourrait être là-bas. Bien entendu. Get hype. Donc, Ça fait mais je vous promets rien, mais je vais faire de mon mieux pour essayer de voir si je peux y aller. Avec un peu de chance, on pourra se retrouver derrière un micro. Cool. Mais, Oh ouais, un Lucas, ça pourrait être marrant. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a pu avoir avec toi. C'est assez fou en fait d'avoir un peu une encyclopédie vivante sur l'émission. C'est un point sur lequel on pourrait travailler parce que franchement c'était impressionnant, c'était beaucoup de qualité apportée, donc merci beaucoup. Mais et aussi à noter quand même que tu es le premier joueur étranger. Alors bon, on triche un peu parce que voilà, mais mine de rien, voilà. Et du coup, peut-être que ça va te donner des idées. Je veux dire, clairement, il te manque une casquette. Théo, joueur, commentateur, animateur radio, c'est la prochaine étape. Ils avaient déjà fait un podcast à l'époque, d'ailleurs. Ouais, j'en avais fait quelques-uns il y a 1 ou 2 années avec Mr. Love, mais on n'a pas vraiment trop continué ça. Wow, c'est dommage. On est souvent un peu occupé, mais peut-être qu'un jour on s'y remettra. Mais si un jour vous avez besoin de moi encore une fois, je suis toujours prêt. T'as vu, on y prend goût. Mais bon, t'as l'habitude d'être derrière un micro de toute façon. Non, en tous les cas, si jamais, ce sera un plaisir de te revoir, enfin en tout cas de te recevoir une nouvelle fois ici. Hein. Ok. Carrément, t'es le bienvenu. Ok, merci beaucoup.
Eh bien écoutez, c'est ainsi que se termine votre émission bimensuelle Jet Smash Radio. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Nous en tout cas oui, clairement, et je pense que vous l'avez entendu. Donc voilà, vous avez bien entendu King Funk, venez à la Chef LAN, allez au Beast 8 et faites tous les tournois que vous pouvez, en fait, tout simplement. Venez tous, dites bonjour à tout le monde, parlez avec les gens, faites de votre mieux, communiquez, c'est important, et surtout amusez-vous. Ouais. C'est le plus important. Et je vous dis donc C'était au quoi revoir. cette fin, OMG? Allez, à plus. Bonsoir. Je vous dis donc au revoir et je vous dis à dans 2 semaines. C'est tout pour nous. Bisous bisous. Bonne soirée. Ciao.